Dans le bon vieux temps, les gens travaillaient fort, hein? Dans le temps, on marchait quoi? 2000, 3000, 10 000 pour aller à l'école? Et j'ai bien dit 1000 parce que c'était même avant le système métrique au Canada. Les choses étaient-elles vraiment meilleures autrefois? Est-ce que c'était vraiment le bon vieux temps? Ici Monique Lacoste. Bienvenue à Y'a pas d'âge, une série de capsules audio de la FAFM qui donne la parole aux aînés sur des sujets qui sont importants pour eux. Vous l'aurez deviné, notre thème, c'est le bon vieux temps. Plus précisément, nous allons explorer le pouvoir des souvenirs et de la nostalgie du passé, en compagnie de deux baby-boomers ayant grandi à la campagne et pour qui la musique joue un rôle important dans la vie. Aline Campagne, originaire de Willow Bunch en Saskatchewan, qui a chanté bien sûr avec la talentueuse famille Campagne, notamment dans le groupe Follavoine, et elle dirige actuellement la chorale Les Blés au vent. Jacques Dorge, qui est originaire de Sainte-Agathe, Manitoba, est bien connu comme membre du groupe musical Les Louis Boys. Il anime également une émission à la radio communautaire du Manitoba où il partage ses plus beaux souvenirs par le biais de la musique. Dans cette première partie, nous partons sur le chemin des souvenirs de jeunesse en compagnie d'Aline et Jacques. Merci d'avoir été là. Bonjour. Allô. Bien. On va se permettre aujourd'hui un brin de nostalgie. On va faire un petit voyage dans le temps ensemble. Si je vous dis, Aline, le bon vieux temps, quelle image te vient en tête? Bon vieux temps, c'est, je suppose, les fêtes de famille et puis les rencontres familiales qu'on avait avec les deux côtés de la famille, paternelle, maternelle, et puis toute l'histoire qu'il y avait là-dedans. De mon côté, c'était des Français. Ils sont venus de la France, et puis de la France à Willow Bunch, en Saskatchewan. Alors, j'avais une grand-mère italienne qui venait du nord de l'Italie. Quand elle est arrivée au Canada, elle parlait pas l'anglais. Elle parlait le français quand même. Mais ils sont arrivés à un petit village qui s'appelait Fife Lake. Et puis, elle a eu la vie assez difficile, je pense. Du côté de mon père, c'était des Français qui étaient passés par le nord de l'Afrique. Et puis ensuite, en Colombie-Britannique, où ils avaient perdu un fils, puis là, ils sont arrivés en Saskatchewan. Alors, c'était des gens qui venaient de loin, qui n'avaient pas la culture canadienne. Et ce qui était remarquable, c'est que j'avais une tante du côté de mon père, et puis elle avait épousé un Canadien français. Alors, c'était toute une autre culture pour nous. Et puis, quand on faisait les fêtes chez eux, il y avait de la musique, il y avait des cuillères et puis tout le reste. Puis quand c'était du côté Giraudier, parce que c'était ça, là, c'était la famille, les 4 frères, les jeux dans la campagne, les forts, c'était... Mais c'était très différent. C'était très différent, puis on avait aussi une fête à chaque été, le 14 juillet, pour fêter la journée de la Bastille. Alors, c'était deux choses très différentes, mais pour moi, ça fait partie de l'expérience de l'immigrant et de devenir Canadien. Fascinant. Merci d'avoir partagé. Jacques, je te dis le bon vieux temps, tu penses à quoi? Le bon vieux temps, ça me surprend un petit peu parce que le bon vieux temps, c'est un terme qu'utilisaient mes grands-parents. J'imagine que pour moi, le bon vieux temps, c'est... J'ai envie de dire juste le bon temps. Je pense à mes grands-parents, justement, et mes parents, qui ont vécu les guerres mondiales, qui ont vécu la Grande Dépression, puis pourtant, là-dedans, ils trouvaient des bons vieux temps. Ouais. Nous autres, les baby-boomers, on n'a pas connu ça. Et ce que je me souviens de ma jeunesse, c'est que c'était un temps simple. On n'avait pas grand-chose, mais on avait tout ce qu'on avait besoin. Puis c'était un temps où,
ayant grandi dans un petit village, Sainte-Agathe, c'était quand même une population assez homogène. Tout le monde avait pas mal les mêmes occupations, les mêmes préoccupations, les mêmes mœurs. Et puis, on avait quand même cette complicité. Puis, c'était facile d'aller jouer dehors. Puis, en principe, quand je pense au bon vieux temps, je pense à aller jouer dehors avec des amis qui étaient toujours présents. Et puis, de faire des choses qui nous amusaient. Évidemment aussi, il y avait des familles, il y avait les fêtes, comme a mentionné Aline, les fêtes toujours importantes, surtout en hiver, de briser l'hiver avec les fêtes de Noël et du jour de l'an, de se rencontrer en famille, de faire de la musique, de bien manger, d'aller jouer dehors. De faire la vaisselle ensemble. Oui, c'est ça. Puis disons-le, quand vous pensez à votre enfance, c'est avant Internet, c'est avant Facebook, c'est même avant la télé. Bien, je me souviens quand on a eu la télé pour la première fois, oui, mais je me souviens que la télé était dans le salon, puis la chambre à coucher était à côté. Alors, des fois, on sortait de notre chambre et puis on regardait Ed Sullivan et Bonanza. Oui. C'était du spécial dans le temps. C'était du spécial et c'était pas toujours, on n'avait pas toujours la permission, mais voilà, on le faisait quand même parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Moi, je pense que je suis né à peu près dans l'année où la télévision a sorti. On n'en a pas eu une tout de suite, mais je me souviens de la vieille Zenith là, qui était mobile et puis qui nous fascinait. Là aussi, tout le monde écoutait la même chose avec 3 chaînes. Tout le monde connaissait Séraphin Poudrier et ses aventures. Tout le monde connaissait Bonanza, évidemment, Ed Sullivan. Et tout le monde avait les mêmes nouvelles. Alors, la source était quand même assez... la même source pour tout le monde. Oui. Alors, ça aussi, ça contribuait à faire en sorte que toute la communauté était pas mal sur la même longueur d'onde. C'est intéressant, ça. C'est vrai, ça. Aujourd'hui, je veux dire, on oublie qu'il y avait un monde où il n'y avait pas 500 chaînes, des sources de contenu disponibles en continu, ayant non seulement différents points de vue, différentes vérités, différentes, non seulement sources de vérité, mais croyances. Dirais-tu, toi aussi, Aline, que le fait d'avoir eu peut-être moins d'options d'information et de culture a peut-être aidé à ce que les gens soient plus soudés dans le temps? Bien, comme Jacques a dit, Willow Bunch, à l'époque, c'était une communauté assez homogène. Et puis, il y avait l'Église catholique. Et oui, ça, c'était une grande source d'information. Il y avait quelques familles anglophones protestantes, mais c'était vraiment quelque chose d'exotique pour nous, vraiment. Alors, oui, on recevait toute la même information, on regardait les mêmes émissions, on vivait serré dans un sens, quoique nous, on était quand même à plusieurs milles du village. Alors, en grandissant, c'était pas comme si on allait jouer avec les voisins, là, c'était pas possible. Et est-ce que vous en étiez conscient? Est-ce que vous ressentiez un isolement? Non, c'était comme ça. Vous aviez une grande famille, on était nombreux, oui, on était nombreux, puis on était pas mal autosuffisants dans ce sens-là. Mais je pense que Jacques a raison, là, ça faisait en sorte que on partageait beaucoup plus des valeurs, tout ça. Oui. Et Jacques, c'est sûr que la vie communautaire tournait beaucoup autour de l'Église à ce temps-là. Oui, absolument. On se rencontrait tous à l'église. On avait pas mal toujours les mêmes places. Oui. On allait... mais je me souviens, la messe de minuit, ça durait 3 heures.
On avait les vêpres même, les dimanches après-midi. C'était quoi les vêpres exactement? Pour être honnête, je suis pas certain. J'étais peut-être un peu distrait quand j'y allais. Je m'amusais plutôt à essayer de comprendre ce qui se passait sur ces belles statues du chemin de croix. Puis ça avait de l'air. Tout était en latin. Oui, En tout plus. en plus en latin. Oui. Le prêtre nous faisait même pas face. Mhm. On disait n'importe quoi, finalement, parce qu'on répondait en latin, mais des fois, on changeait les mots. Tu sais. Ora pro nobis, je sais pas trop, là, mais Ouais. ça faisait un peu partie de nous garder nous garder en ordre, tu sais, dans un certain mystère qui était la religion, et puis de s'assurer qu'on restait à notre place. C'est sûr que l'aspect moral catholique à l'époque, c'était aussi important que tout ce qui touchait la foi et la spiritualité, n'est-ce pas? Ben, morale. Une des choses, il fallait que les femmes portent un chapeau. Puis si on n'avait pas de chapeau, c'était des Kleenex ou bien des petits morceaux de dentelle. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose. Puis ça faisait partie des règlements, des petites affaires qui faisaient en sorte que nous, pour ma famille, ça nous a apporté à questionner beaucoup. Mais je pense que chez nous, le prêtre n'était pas aussi axé sur le ciel et l'enfer. Il était un petit peu plus généraliste. Alors, on n'a pas grandi avec les vêpres et puis le chapelet et tout ça. Mais quand même... L'adoration du Saint-Sacrement. Il y avait les Dames de Sainte-Anne. Ah. Il y avait ces regroupements là où on préparait les repas pour des fois 100 personnes. Et puis, Dans quel contexte? Ben, ça pouvait être des fêtes, des soupers d'automne, Ouais. Des funérailles. ou des funérailles ou des mariages. Et puis, alors là, c'était entendu que les femmes du village allaient préparer les repas pour tout le monde. Bénévolement. Bénévolement. Et puis, il y avait des équipes organisées qui, à tour de rôle, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient participer. Je pense que cet aspect-là est fini maintenant. Mais à l'époque, je me souviens d'avoir des 3 grosses dindes qui rentraient dans la cuisine. Là, il fallait couper ça, puis les pommes de terre, et puis tout. On faisait ça. Et vous avez justement grandi à l'époque, dans les années 60, 70, où il y a eu un grand questionnement de l'Église catholique, où on a vu le début de ce qui est connu aujourd'hui. Les bancs d'église sont beaucoup plus vides qu'elles ne l'étaient à votre enfance, par exemple. Quels sont vos souvenirs de ces étapes-là, que ce soit personnellement ou même dans votre entourage? Ça s'est fait quand même graduellement, je pense. Dans les villages, je n'ai pas moi-même vécu cette transition où les gens ont peut-être se sont éloignés de l'Église. Même dans les années assez récentes, si j'allais à la messe de minuit, je me souviens toujours qu'à la communion, je voyais défiler les gens que j'avais vus quand ils étaient jeunes, et maintenant je les voyais un peu moins jeunes, et c'était frappant, mais c'était les mêmes gens. Tous ceux qui n'avaient pas participé aux activités de l'Église dans ma jeunesse, ils n'étaient pas là. Et puis, plus tard dans ma vie, je ne sais pas qui n'était pas là, parce que ceux qui j'avais connus, ils continuaient à être fidèles. Oui. Et il y a l'aspect spiritualité, il y a la foi. Au-delà des mœurs, peu importe qu'on soit protestant, catholique ou autre, la foi faisait partie du quotidien beaucoup à l'époque. Probablement plus, mais encore une fois, notre tradition à nous, c'était un petit peu plus européen. Et puis, je pense que c'était très différent là-bas qu'au Canada. Et puis, l'Église avait moins d'emprise, je pense, sur les gens. Quoique ma grand-mère disait ses prières en italien jusqu'à la fin de ses jours. À part ça, on n'a pas vraiment vécu ça. Ce qu'on a vécu en parallèle, c'est le dépeuplement du village. Alors, ce qui fait que
quand il y a moins de population, il y a moins de gens qui vont à la messe, mais aussi il y a le phénomène anglais-français qui était un facteur dans tout ça, parce que à un moment donné, c'était les messes bilingues, puis là, les messes en anglais, les messes en français. Et puis, ça a créé beaucoup de divisions. Puis ça, c'est au-delà de la foi. La foi, c'était pas assez pour atténuer toutes ces divisions-là, puis cette rancune. Alors, ça, c'est une question difficile. Je dirais que je veux quand même retourner sur le mot « la foi », parce qu'on a parlé du fait que c'était très homogène, et puis une des façons qu'on évitait le questionnement, c'est avec la réponse « il faut que tu aies de la foi ». Alors, si tu ne comprenais pas le mystère, on disait tout simplement « cherche pas à le comprendre, il faut que tu l'acceptes ». Ça, c'est avoir de la foi. Et puis, on était quand même dans une école, à travers de mes années élémentaires, c'était l'école gérée par les Sœurs du Saint-Nom de Jésus et de Marie. Alors, tu avais déjà cet encadrement religieux dans ta famille, dans ton école et dans ta paroisse. C'était normal, le premier vendredi du mois, de défiler vers l'église pour aller à la confesse, pour inventer des péchés et pour pouvoir dire quelque chose. Peut-être qu'on en avait fait. Peut-être un ou deux. Oui, mais c'était rare et puis souvent, on n'avait rien à dire. Oui. Ça pour dire que la foi et le fait que l'école était peut-être illégalement française, ça contribuait à maintenir cette homogénéité dans la paroisse. Oui, il y avait des anglophones, et les anglophones se sont intégrés dans l'école. Ils ont appris le français. J'ai de très bons amis qui parlent très bien français, même si dans leur famille, il n'y en a pas question. Et c'est vrai que le village était à proximité de la ville, mais ça a pris très longtemps avant qu'il y ait cette explosion de population. C'est assez récent même, je dirais. Je me souviens, dans ma jeunesse, que l'abbé Couture avait prédit que ça allait arriver. Parce que lui, il s'occupait de la caisse populaire, puis il était très pragmatique, puis il voyait ces choses arriver, mais ça a pris quand même des décennies avant que les gens décident on va aller s'intégrer au petit village francophone qui est Sainte-Agathe. Et quand c'est arrivé à Sainte-Agathe, c'est arrivé à Île-des-Chênes, à Saint-Adolphe, à Sainte-Anne, et j'en passe. Dans le temps, aller à la ville. C'était Moose Jaw. Moose Jaw, oui. Ou Winnipeg pour Jacques. Ouais. C'était un grand voyage. Oui. Mm-hmm. Ben, je me souviens qu'on y allait en autobus parce que c'était loin. Et je me souviens que j'avais vu un bâtiment de 4 étages et puis que c'était grand pour moi. Puis Moose Jaw, c'est pas une grande ville non plus, mais relatif à Willow Bunch, ça l'était. Alors oui, c'était certainement une occasion d'y aller. Et puis, on avait toujours hâte, mais on était bien chez nous aussi. Jacques? Oui, moi, je me souviens, un ancien, quand j'étais jeune, M. Raphaël Courcelle, et ça reflète un peu cette expérience d'aller dans la grande ville qui était quand même juste à 20 km, 15 000. Et puis que mon oncle Raph nous racontait, j'étais allé en ville pour la première fois parce que j'avais besoin d'une scie. Alors, j'arrive dans le grand magasin Eaton, le premier commis que je rencontre. Je l'approche et je lui dis de mon meilleur anglais, parce que je venais d'un petit village homogène. « Hello, Mr. Eaton. You got any iguanes here? You know something to zing-zing on a plank or an arb or a piquet even. But I'm wondering what your prick's for. » Alors ça, pour moi, ça vous dit ce que je vivais
dans mon village, qui était proche, mais loin de la ville. Mais mon village était francophone. Puis en ville, mais c'était compliqué parce que c'était en anglais. Alors, on n'y allait pas très souvent. J'ai vu mon premier film parce que je suis venu chez mon cousin qui vivait à Saint-Boniface. Avant ça, il n'y a pas question de venir en ville. Jusqu'à l'âge, je dirais, fin de l'adolescence. Oui, c'est difficile à croire. Hein. Quand je dis à mes enfants, moi, je suis née dans la mi-soixantaine, le milieu des années 1960, et qu'à ce temps-là, le centre Saint-Vital, qui aujourd'hui n'est pas du tout à la frontière de la ville, ça, c'était la campagne. Il n'y en avait pas de boulevard Grandin à l'époque. Et mes enfants n'en reviennent pas. C'était aller à la campagne, parce que j'avais une tante qui habitait ce qui est aujourd'hui la rue Riel. Puis ça, c'était la campagne à l'époque. Je veux prendre un instant pour parler des moments historiques qui vous ont marqué, soit à l'enfance, à l'adolescence, ce genre de choses. Moi, je me souviens très bien du jour de l'assassinat de Kennedy. J'ai une image très claire d'où j'étais. J'ai l'image du prélat dans le salon et puis la réaction des gens à ce moment-là. Ça, c'était un moment marquant, certainement. Et je dirais que c'est étonnant, étant donné que tu vivais à la campagne, en Saskatchewan, très loin des États-Unis, encore plus du Texas, où ça s'était passé. Ben, c'est parce que Kennedy, je pense, il avait une image, premièrement, étant catholique, et tout ça, là, c'était quelqu'un qui impressionnait, mais aussi, je pense que la culture de ma famille, c'était plutôt libéral, plutôt... Alors, c'était un personnage qui était inspirant. Alors, ça avait beaucoup marqué, cet assassinat-là, puis l'incompréhension. Tu sais, parce que c'était un gars qui s'exprimait, qui avait des bonnes idées. Bien, à un certain niveau. On ne connaissait pas le détail, là. Peut-être en ce moment, il n'y aurait pas eu la même réaction, mais à ce temps-là, c'était un choc épouvantable. Jacques? J'ai la même réaction quand on me dit quels grands événements au niveau mondial est-ce que tu as vécu? Bien, c'est probablement l'assassinat de Kennedy qui me vient à l'esprit. Encore une fois, parce qu'on avait toutes les mêmes informations. On a même rentré une télé dans la salle de classe pour nous informer de ça. Il n'y avait peut-être pas des grands événements, à part ça, qui me viennent à l'esprit, mais il y avait quand même, par exemple, un peu à la même époque, la menace de la bombe atomique. On n'a pas vécu de grands moments de catastrophe, si vous voulez, mais on avait quand même... cette crainte de... La guerre froide était vraie. La guerre froide nous faisait peur quand on nous en parlait à l'école. Là, c'était quasiment aussi pire que se faire dire que tu vas aller en enfer puis tu vas brûler avec tous ces petits diables. Là. C'était par la peur. Mais à part ça, on est choyés, les boomers. Il n'y en a pas eu beaucoup de grandes catastrophes. Le pire que j'ai vécu, moi, c'est la pandémie de COVID. Dans mes 70 ans, ça a pris assez longtemps avant de vraiment vivre quelque chose qui a changé l'allure du monde. Il y a eu aussi la Lune. Quand c'était quand même quelque chose d'assez particulier. L'autre chose que je me souviens, c'est le jeu de hockey avec... En 78, en 72. 72. Oui, c'était... Quand le Canada a remporté la Coupe, ils ont appelé ça la Coupe Canada, je pense? Canada-Russia Series. Oui. Le Henderson. En tout cas, ça, c'était un moment de fierté absolue. Vraiment. Puis même si on jouait pas au hockey, c'était même si on se rend compte quelle sorte de coup il devait faire pour gagner.
c'était quand même, à toute fin pratique, une petite guerre. Oui, Ouais. oui, oui. On vous a invité, vous deux en particulier, parce qu'on savait que la musique a fait partie et continue de faire partie de votre quotidien même, de votre vie. Quel rôle la musique joue-t-elle dans vos souvenirs d'enfance, d'adolescence, de famille? Ben, nous, on chantait tout le temps. On chantait à la maison, on chantait dans la voiture en allant au village. On a chanté dans les compétitions de musique de toutes sortes. On nous a demandé de chanter pour des mariages, des funérailles, tout ça. Les messes de minuit, c'était super important. Et quand on vivait encore au village, il y avait la chorale d'église, mais aussi on montait des spectacles à l'école. Je me souviens, il y avait l'émission Pig and Whistle à la télé. Oui. Et puis, on avait monté un spectacle Pig and Whistle comme collecte de fonds quand j'étais en 11e, 12e année, avec de la danse et toute la musique et tout le reste. Alors, je pense que les gens étaient plus près de la musique. Il y avait plus d'occasions de chanter pour tout le monde, mais comme famille, c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et évidemment, parce que c'était une famille talentueuse qui allait finalement aller jusqu'à en vivre, à devenir des professionnels. Oui. Est-ce que tu aurais pu deviner, Aline, comme petite fille, que la musique aurait fait la renommée de ta famille, que tu aboutirais sur la scène partout au monde? Pas vraiment. C'était naturel, comme parler, on chantait. Et puis, on a appris les instruments. J'étais l'aînée, alors j'ai appris la première, mais les autres m'ont rapidement dépassée. Alors, c'est comme ça, mais ça fait partie de ce qui nous a tissé comme famille, mais aussi, c'était un passe-temps absolument incroyable. Puis, on harmonisait sur des annonces à la télé, sur n'importe quoi. On faisait des fêtes et puis on chantait en faisant le ménage. C'était un mode de vie. C'était, oui. Puis on était isolés. On était entre nous beaucoup. Et puis, mon père avait une très belle voix. Il chantait. Et puis, lui, il voyait beaucoup ça comme un moyen de transmission de la culture. Puis il voyait que c'était vraiment important du côté de Canadiens, Français, francophones, d'apprendre les chansons, de la bonne vieille chanson, puis de les transmettre. Alors, on l'a bien appris, cette leçon-là. Mm-hmm. Absolument. Jacques, de ton côté, comment la musique s'est intégrée dans ta vie et comment ça menait à, par exemple, les Louis Boys et toutes les occasions de musique que tu mènes encore aujourd'hui? Je pense que quand j'ai commencé à apprendre un peu le piano, quand j'étais en première, deuxième, troisième année, peut-être, je pouvais y aller seulement une fois par mois parce que ça coûtait cher. Et puis, on n'avait pas de piano, alors je devais pratiquer sur la laveuse. Comment ça? Ben, je faisais semblant qu'il y avait des notes, et puis je pianotais là-dessus. C'est-tu vrai? À un moment donné, on s'est payé un piano. Et puis, ça me rappelle de bons souvenirs, surtout après la messe de dimanche. On se rencontrait, puis mes tantes n'étaient pas loin. Moi, j'ai grandi dans quand même une famille où il y avait des musiciennes. Ma tante Agathe Dorge. Ensuite, voisin, c'était la famille de ma mère. Ma mère jouait du piano. Toutes ses sœurs le jouaient. Et puis, ils venaient après la messe parce que ma mère était la plus vieille. Et puis, on chantait. Mais il y a aussi, dans le village... ben, premièrement, avec les cours de musique, il y avait la Sainte-Cécile. Alors, une fois par année, on faisait une fête pour fêter Sainte-Cécile, la patronne des musiciens et musiciennes.
Et on devait se créer des beaux chapeaux, puis il y a toutes sortes de bons souvenirs. Puis on faisait aussi, on avait une petite chorale, on chantait dans la chorale à l'église. Il y avait de la musique partout. Et puis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, là, j'anime une petite émission de radio. Puis ce que je fais, c'est que je me rappelle de bons souvenirs, parfois moins bons, d'après des musiques, des chansons que j'ai entendues, que j'ai aimées, que j'ai écoutées et que j'ai appréciées tout au long de ma vie. Et puis, c'est drôle comment c'est ces musiques-là qui font une connexion avec des moments d'émotion assez fortes ou de moments d'événements spéciaux. Et puis, avec ça, je peux recréer pas mal tout mon cheminement en accrochant à des chansons qui étaient présentes à chaque moment. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé cette aventure-là, c'est que j'ai sorti le programme d'une boîte à chansons paroissiale qu'on avait fait et j'ai fait jouer les chansons en nommant les personnes qui avaient interprété ces chansons populaires-là. Et puis, c'est ce qui a vraiment propulsé mon engouement pour continuer à faire ça parce que j'avais tellement de belles réponses des gens qui y ont participé eux-mêmes ou qui ont aimé se remémorer les boîtes à chansons de chez nous à l'époque. Et c'est sûr que la musique a cette magie, finalement, de nous transporter parfois à un moment absolument précis où on voit, on entend, on ressent des odeurs. Oui, à quel moment le rock and roll est entré dans la vie de Jacques Dorge? Oh, moi, c'est probablement encore Ed Sullivan qui nous a présenté les Beatles. S'il y avait un autre moment historique que j'ai vécu, c'est ça. Et Elvis. On a vu Elvis aussi sur Ed Sullivan. Te souviens-tu de ça? Oui. Et Wayne and Schuster. Wayne and Schuster. Et puis, comment il s'appelait, la petite souris, là? Topo Gigio? Mais le rock and roll, est-ce que ça a chaviré quelque chose chez vous? Chez nous, oui, parce que ma mère avait... on avait un appareil radio. Elle était sur le frigo que personne ne pouvait rejoindre, même pas elle. Je pense qu'elle devait avoir recours à une chaise pour aller l'éteindre. Mais c'était barré sur la station française. Et puis quand on a commencé à entendre autre chose, par la radio des voitures, etc., c'est sûr qu'on a été pris dans Beatlemania, dans tout le phénomène rock and roll. Ça aussi, nos parents comprenaient pas tellement ça. Mais je pense qu'ils pouvaient voir que ça nous apportait beaucoup de joie, puis qu'on s'intéressait quand même à la musique. C'est ça, mes parents non plus se sont jamais plaints de la nouvelle direction de la musique. Je pense qu'ils se disaient aussi que dans leur temps, il y avait eu un changement comme ça aussi, alors que les choses progressaient comme normal, comme la nature le voulait. Alors, ils étaient assis, ils nous soutenaient là-dedans beaucoup. Vous venez d'écouter la première partie de notre capsule audio Y a pas d'âge sur le thème du bon vieux temps. Ne manquez pas la deuxième partie de notre conversation où nous poserons les questions « Est-ce qu'on vivait mieux dans le bon vieux temps? » Et revenir sur le passé, est-ce bon pour notre bien-être? Y a pas d'âge est une production de la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine et est réalisée par Phonique Média. La série est rendue possible en partie grâce au financement du gouvernement du Canada. Au plaisir de se retrouver pour la suite de notre conversation avec Aline Campagne et Jacques Dorge. À bientôt!